Ça a été conçu pour tout ce qui concerne les risques liés à la protection civile. Donc ça a été conçu pour que les communes et les intercommunalités se préparent à gérer des crises de type catastrophes naturelles, inondations, d'autres types de perturbations de la vie collective, par exemple l'absence d'eau potable, ou les perturbations sur l'eau potable, ça peut être aussi sur la circulation ou sur d'autres choses. Et puis graduellement, on a commencé à demander aux communes de rajouter là-dedans des choses comme les plans canicules et des sujets comme ça. Donc en fait, vous voyez que c'est une organisation de crise qui, alors déjà, c'est pas obligatoire pour la totalité des communes, c'est celles qui ont des risques particuliers, et ça vise vraiment les risques liés à des dangers pour la population. Donc les crises d'origine cybersécurité, en tout cas au niveau des communes et des intercommunalités, c'est assez rare, sauf exception, qu'il y ait des dangers directs pour la population créés par un incident cybersécurité. Donc le rapport entre ce qu'on va mettre en place en termes de gestion de crise cyber et ce qu'on met en place dans le cadre du PCS, c'est pas vraiment lié à la nature des risques, c'est plutôt en fait que, c'est ce qu'on va voir dans le cadre de la présentation, une organisation pour gérer des crises, elle présente toujours classiquement une partie générique, la partie de plus haut niveau, qui va être commune à tous les types de risques. Et donc en fait, quand un organisme, et notamment une commune, une intercommunalité, a déjà une organisation de gestion de crise mise en place par exemple dans le cadre de son PCS, il y a toute une partie qu'on va pouvoir réexploiter et qui a déjà été mise en place et qu'on va pouvoir réutiliser dans une organisation de crise pour la partie cybersécurité. Donc en fait, c'est ça l'objet de cette présentation. Donc si certains d'entre vous là dans la salle ont déjà travaillé sur des plans communaux de sauvegarde, ils reconnaîtront sans doute cette liste-là, qui est la liste des étapes qui est suggérée dans le guide édité par la direction de la protection civile sur comment on met en place son plan communal de sauvegarde, comment on le construit. Et en fait, quand j'accompagne moi des clients pour la mise en place d'un dispositif de gestion de crise cyber, sur toutes les parties, on va dire, non techniques, et d'ailleurs même sur les parties techniques, en fait, c'est rédigé de façon très très générique, il n'y a rien à enlever en fait. Tout ce qu'on a besoin toutes les étapes qu'on a besoin de franchir pour un plan de gestion de crise cyber, elles sont déjà là. Et donc les plans communaux de sauvegarde, un des avantages qu'ils ont, c'est qu'au niveau des communes et des intercommunalités, ils ont déjà, depuis un certain nombre d'années, institué une culture de la gestion de crise. Et donc l'objet de la présentation, c'est d'expliquer comment on profite de ça pour aller plus vite dans la mise en place de sa gestion de crise cyber. Donc une crise cyber peut prendre différentes formes. Ce à quoi on pense tous aujourd'hui, compte tenu de l'actualité, quand on pense crise cyber, c'est un ransomware. Ça a été beaucoup discuté ce matin en plénière, si vous avez assisté aux présentations en plénière. Hein. Donc c'est la principale préoccupation qu'on a aujourd'hui quand on parle de ça. Donc vous voyez, je pense bien comment ça peut se passer. Initialement, il y a quelqu'un qui va s'introduire dans votre système d'information, soit parce qu'il vous vise directement, soit le plus souvent, quand il s'agit de collectivité, c'est qu'il balaye un petit peu tous les organismes qui sont présents, et puis il regarde ceux dans lesquels il peut rentrer le plus facilement, donc il y a une part d'opportunisme souvent. Et après, une fois qu'il est rentré, il va se balader un petit peu, il va explorer. À un moment, il va décider de lancer, de déclencher son ransomware, son crypto-locker. Et puis, il va chiffrer, du coup, soit juste les fichiers, soit aussi les supports. C'est là que c'est le plus efficace, évidemment, y compris toute l'infrastructure. Et donc, l'optique, c'est de faire du chantage. Hein, c'est soit de demander une rançon pour débloquer, soit de demander une rançon pour ne pas diffuser les informations intéressantes qui ont été trouvées et puis qui ont été volées, exfiltrées. Et donc c'est le crime organisé, en fait, qui est l'acteur sur ces sujets-là. Donc c'est la principale menace dont on parle aujourd'hui, parce que dans les 2 dernières années, c'est au niveau des collectivités territoriales, on a parlé de l'hôpital Mignot ce matin aussi, le CIG, beaucoup d'organismes publics, parapublics, ont été visés par des attaques de ce type-là, puis ça fait partie des plus handicapantes parce que dans le pire des cas, on peut perdre la totalité de son SI et être obligé de tout reconstruire à partir de zéro. Mais j'ai mis aussi sur ce slide d'autres types d'événements provoquant des crises cyber que j'ai vus dans les dernières années et auxquels on peut penser également. Alors c'est pas une liste nécessairement limitative, hein,
mais c'est juste pour vous donner en fait un peu de perspective sur le fait que toutes les crises ne se ressemblent pas forcément. Un autre type de crise qu'on a vu à quelques reprises, c'est ce que j'ai appelé un verre informatique. Donc là, on est dans une situation différente. On a un logiciel malveillant qui a été écrit pour rechercher des vulnérabilités automatiquement et se propager automatiquement. Et après, une fois qu'il se propage, en général, il a aussi des effets, sinon c'est pas marrant, il a aussi, pour celui qui a conçu le logiciel malveillant, des effets négatifs sur les systèmes sur lesquels il se trouve. Mais ce qui fait le danger de ce type d'événement, c'est la rapidité avec laquelle il va être capable de se propager. À partir du moment où il exploite une faille qui n'était pas connue, ou qui n'a été connue que récemment, par exemple sur les OS Windows, comme les OS Windows, il y en a partout, la propagation peut être très très rapide. Donc, pour ceux qui étaient dans le métier dans les années 2000, en 2008-2009, il y a un logiciel comme ça, un gars comme ça qui s'appelait Conficker, qui a fait pas mal de dégâts et qu'on a continué à trouver jusqu'à quelques années après, à tourner sur différents systèmes. Et le dernier du genre qu'on a vu, c'est celui qui s'appelle WannaCry, ça devait être en 2015, qui fonctionnait aussi un petit peu comme ça, même si c'était un peu plus compliqué parce qu'il faisait semblant d'être plutôt un ransomware. Sauf que après, il s'est avéré que personne n'a jamais demandé de rançon pour WannaCry. Donc en fait, c'était plutôt un verre de ce genre qui avait été conçu au départ, sans doute plutôt pour des motifs de déstabilisation. Quand ce type de crise arrive, le contexte est un petit peu différent. C'est-à-dire vous l'attrapez, si j'ose dire, par un concours de circonstances. C'est pas vous qui êtes visé. Et quand vous l'attrapez, en général, il y a beaucoup d'autres gens autour du monde qui l'attrapent à peu près en même temps. Par contre, le fait que ça se répand très vite et que ça se réplique très vite, c'est ce qui fait le côté nocif de ce genre de logiciel. D'autres types d'événements qui peuvent justifier qu'on passe en crise cyber, c'est, moi j'ai appelé ça installation d'un acteur hostile au sein du SI, c'est à un moment donné, vous découvrez que vous n'êtes pas seul sur votre système d'information, qu'il y a des gens qui sont sur votre système d'information que vous ne connaissez pas, et qui font des choses que vous ne faites pas, qui vont avoir créé des comptes, qui vont avoir des types d'activités suspectes. C'est un petit peu différent d'un ransomware au sens où, dans beaucoup de cas, ces présences-là sont des présences silencieuses. C'est-à-dire que quand vous les découvrez, vous pouvez vous rendre compte en tirant la pelote, tirant la ficelle, que en fait, les intrus sont là depuis longtemps, depuis plusieurs mois, des fois voire un an ou plus. Moi, au début des années 2010, j'étais dans une entreprise multinationale qui travaillait dans un domaine de haute technologie, qui a eu un incident comme ça, avec des gens qui étaient établis dans le système depuis en fait très longtemps, et qui exfiltraient des données, des fichiers de la propriété intellectuelle. Donc souvent, dans ce type d'événement, la motivation est plutôt de l'espionnage, et c'est plutôt les entreprises qui sont exposées. Donc par nature, ce type d'événement concerne moins les collectivités, mais on peut imaginer que ça arrive quand même pour d'autres motifs. Par exemple, quelqu'un qui a pris la possession d'une partie de votre SI peut avoir intérêt à s'y maintenir juste pour utiliser votre SI pour lui-même. Par exemple, pour miner des crypto-monnaies, ou voler du CPU, ou pour utiliser votre SI comme base pour des activités illégales. Et donc, expulser un intrus qui s'est installé de façon durable dans votre système d'information, c'est un des exercices les plus compliqués si on n'a pas envie de se lancer dans une reconstruction complète de son SI à partir de zéro. Parce que par définition, quelqu'un qui s'est installé et qui est là depuis longtemps, il connaît bien votre système d'information, il aura installé des portes dérobées et des nouvelles entrées à différents endroits, et quand on coupe une entrée, il peut rentrer par ailleurs. Et donc, dans ce type d'intervention, on peut, si on ne s'y prend pas comme il faut, et même quand on s'y prend comme il faut, jouer au chat à la souris et tourner en rond un petit moment avant d'arriver à sortir les intrus. Dernier type de situation qui peut justifier qu'on passe en mode crise, c'est une situation dans laquelle il y a une fuite massive d'informations, par exemple d'informations personnelles ou d'informations sensibles. Ça peut arriver également, même si votre système d'information continue à fonctionner normalement. Et là pour le coup, ça peut être lié, tout simplement, ça peut même être lié à une négligence interne, c'est pas nécessairement une attaque.
ou ça peut être lié à une attaque ou à une vulnérabilité que quelqu'un a exploitée. Et là, ça peut également arriver, encore une fois, sans que votre système d'information soit mis hors service, peut continuer à fonctionner. Et donc là, la nature des problèmes à traiter, c'est comprendre, enfin déjà alerter les gens dont les informations personnelles ont fuité, l'usage des informations personnelles, traiter les sujets associés, traiter les déclarations CNIL. Quand c'est une collectivité territoriale ou un service public, il y a traiter les problématiques de communication avec le grand public et puis d'image de la collectivité. Donc tout ça, c'est aussi des types d'événements qui peuvent justifier qu'on passe dans un mode de gestion de crise, et donc dans un mode qui n'est pas le fonctionnement ordinaire de tous les jours. Et donc les conséquences d'une crise, vous voyez que ça peut être assez variable. La paralysie ou la perte totale des fonctions du système d'information, c'est ce qui a été évoqué ce matin, ce qui peut arriver potentiellement dans le cadre d'un ransomware. Et donc c'est ce à quoi on pense en premier aujourd'hui, compte tenu de l'actualité. Ça peut avoir pour conséquence du coup une interruption dans le cadre d'une collectivité du service à la population. Il peut s'agir on peut ne plus avoir la possibilité de passer des commandes, de payer des fournisseurs, quand c'est son SI Finance. On peut ne plus pouvoir verser les payes des agents. Donc là, il faut passer dans un mode où on les gère manuellement, comme le maire de Houille a expliqué ce matin. Hein. Ça peut être certaines collectivités versent des indemnités sociales à des bénéficiaires. Donc on peut être dans la possibilité de les verser, donc ça peut être compliqué aussi. Et puis il peut y avoir, ça c'est un peu au cas par cas, la possibilité d'assurer certains services municipaux, que ce soit la sécurité, la propreté, l'eau potable quand on gère son eau potable en régie, la circulation quand on gère ses feux de circulation, donc c'est pour la commune d'une certaine taille a priori, les bénéfices sociaux. Et puis les fuites et les vols de données, ça peut être une autre conséquence, soit qui accompagne un ransomware, soit qui apparaît toute seule, comme je le disais, sans forcément que le système d'information soit hors service. Et là, il va s'agir de fuites de données personnelles. Donc ça peut être... alors souvent, c'est des fuites de données personnelles dans le cadre d'une collectivité. Hein, dans le cadre d'une entreprise, notamment des entreprises qui sont dans la technologie, il y a également la fuite de propriété intellectuelle, du secret de fabrication, de choses comme ça. Dans le cadre des collectivités, c'est principalement de la donnée personnelle. Ça peut être celle des agents, ça peut être celle des administrés. Il y a à gérer les risques réglementaires, les déclarations à la CNIL. Il y a à gérer les conséquences en termes d'image pour la collectivité. Et puis il peut y avoir aussi des impacts sur les conditions de travail des agents qui vont avoir à gérer, par exemple, les appels entrants des administrés dont les données ont fuité, des choses comme ça. Et donc tout ça, c'est des types de situations de crise. Les moyens dont on a besoin pour faire face à ces crises-là, il faut... Alors, on peut rentrer beaucoup plus dans les détails, on pourrait passer 1 heure juste sur ce sujet, mais il faut du personnel qui a été un peu préparé, en fait. Que ce soit au niveau des experts des cellules IT, comprendre un peu quels sont les premiers gestes, même si, évidemment, dans une collectivité ou dans une commune, si ce n'est pas une commune de très grande taille, on ne va pas avoir des spécialistes de la sécurité à demeure. Mais du coup, c'est peut-être encore plus important que le responsable IT, l'administrateur, soit formé, on va dire, au premier geste. Et puis, il y a aussi besoin de briefer les agents qui vont être des participants au traitement de la crise sur des aspects plus fonctionnels, par exemple sur la communication, pour que chacun, quelque part, tous les gens sur lesquels on va avoir besoin de s'appuyer pour traiter la crise, que chacun sache ce qu'il a à faire, finalement. Exactement comme pour toutes les autres formes de crise. Au niveau du SI, et c'est peut-être ça qui est le plus important, c'est nécessaire de préparer quelque part un certain nombre de choses pour ne pas être démuni au moment où la crise se produit. On a parlé ce matin des sauvegardes, donc ça c'est quelque chose de relativement évident. Ce qu'il faut préciser, c'est que avoir les sauvegardes de l'ensemble des composants de son système d'information et savoir les restaurer une par une, c'est évidemment une bonne chose, et c'est souvent quelque chose qu'on a déjà, pour tout un tas d'autres raisons. Mais restaurer un serveur ou un autre composant de son SI, c'est une chose. Être capable de reconstruire son SI à partir de zéro quand on perd tout, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué. Parce qu'il faut avoir réfléchi à dans quel ordre on remonte les différents morceaux. Est-ce qu'on a vraiment toutes les informations dont on a besoin pour remonter tous les morceaux? Et donc souvent, les plans de continuité et de reprise d'activité qui ont été construits pour d'autres raisons et qui sont disponibles,
ne sont pas tout à fait complets sur ces sujets beaucoup plus compliqués. Un exemple type, c'est on s'est rendu compte justement à la faveur des grandes crises qui ont touché certaines multinationales, il y a une petite dizaine d'années, je parlais de WannaCry, que même si on a son système de sauvegarde, pour remettre son système de sauvegarde en ligne, il faut qu'on ait son AD. Et donc il faut commencer par être capable de restaurer son AD. Et donc est-ce qu'on peut restaurer son AD si on n'a pas son système de sauvegarde? Enfin voilà, c'est le genre de sujet qu'il faut, à un moment donné, c'est bien même de le simuler sur papier pour voir ce qu'on ferait si ça arrivait. Voilà. Il est utile aussi de penser aux moyens de communication, parce qu'on en a aussi parlé ce matin. Souvent on n'y pense pas, mais une fois qu'on a perdu son système d'information, de nos jours, très souvent, les acteurs qui vont gérer la crise n'ont pas de moyens simples de communiquer entre eux. Parce que leur moyen de communication, il repose sur le système d'information, en tout ou partie. Ou les documents sur lesquels ils vont s'appuyer, même pour gérer la crise, habitent sur le système d'information. Et donc, préméditer cette partie-là, c'est aussi important. Il faut une espèce de valise de crise numérique, où on a cet outillage, et où on a également un moyen pour que les acteurs de la crise, au moins les primo-intervenants, on va dire, ceux qui ont été définis, qu'ils aient un moyen de communiquer, de travailler en groupe, complètement indépendamment du SI. Et puis, il peut y avoir aussi besoin de faire un petit peu le bilan des contrats, quelque part des aides externes dont on pourra avoir besoin pendant la crise, pour pouvoir contracter avec les aides externes avant. Le cas échéant, c'est beaucoup plus facile après, ça accélère les interventions. Donc après, pour se préparer à la crise, de façon opérationnelle. Alors j'ai essayé de résumer ça en quatre points. On pourrait détailler plus là encore, il y a beaucoup de choses à dire, mais la première chose importante, c'est de s'assurer qu'on connaît ces systèmes d'information bien. C'est-à-dire que les inventaires, les cartographies réseau, les cartographies applicatives sont à jour. Ça veut dire qu'il faut les maintenir à jour, c'est du boulot. Que c'est un petit peu, ça c'est très important, notamment si vous avez besoin à un moment donné de solliciter une entreprise extérieure pour vous aider. C'est un petit peu la même chose que lorsque les pompiers arrivent sur un incendie, ils ont besoin que les plans des locaux soient disponibles. C'est exactement pareil. Et puis ça vous aide également, parce que s'il y a des choses que vous ne connaissez pas bien, vous ne savez pas bien les sécuriser par principe forcément, si vous ne savez pas qu'elles existent. Et un autre sujet que j'aurais pu mettre comme une section à part entière, mais c'est extrêmement important, c'est centraliser et protéger ces journaux d'événements. Parce que c'est là qu'on va aller regarder lorsqu'on va investiguer pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises d'être sollicité pour faire des interventions sur incident chez des clients qui n'avaient pas eu les moyens de mettre en place des gestions centralisées de leur log, ou s'était jamais même posé la question de la nécessité de le faire. Lorsqu'on est dans un cadre de ransomware, en fait, la situation dans laquelle on se retrouve, c'est qu'une bonne partie des logs en fait, n'existe plus. Voire même n'a jamais été enregistré. C'est-à-dire, on ne sait pas exactement, on n'a pas de log des connexions sur Internet de ce qui s'est passé. Et quand on est dans des situations comme ça, vous pouvez embaucher les meilleurs gestionnaires d'intervention sur incident, les meilleurs techniciens. Si l'information n'existe pas, ils ne sauront pas, à coup sûr, reconstituer ce qui s'est passé. Ils ne sauront peut-être pas identifier ce qu'on appelle le patient zéro, c'est-à-dire le premier ordinateur en interne qui a été touché par l'attaque. Ils ne connaîtront pas le mode par lequel le réseau a été piraté, donc ils ne sauront pas à coup sûr vous dire quel trou devra être bouché. Et puis le plus embêtant, c'est qu'on peut ne pas non plus être capable de reconstituer une vision de l'ampleur de l'attaque. Savoir jusqu'où le système a été touché, quelles données ont pu être filtrées ou non, c'est une information très importante pour gérer la crise. Quand on ne sait pas, on est très embarrassé. Voilà. Donc c'est pour ça que ça c'est très important. La centralisation, ça permet, quand on est après en mode investigation, de mettre en place des outils de recherche automatique dans l'ensemble des logs une fois qu'ils sont centralisés. Et puis ça permet aussi de s'assurer que les logs sont dans un endroit un peu plus protégé. Parce qu'on va les centraliser, mais dans un endroit un peu sécurisé. Si on ne le fait pas, quelqu'un qui s'introduit dans un système d'information, une des premières choses qu'il va essayer de faire, c'est effacer les logs pour effacer ses traces. Et donc ça sert à tout ça, en fait, centraliser les logs. Les plans de continuité de reprise informatique, en fait, c'est le sujet dont je parlais tout à l'heure. Est-ce que dans la pire hypothèse où je perds tout,
Est-ce que je sais dans quel ordre je reconstruis les choses et est-ce que j'ai bien les bonnes informations à chaque étape pour reconstruire? Les services externes auxquels on pourrait avoir besoin de faire appel, les identifier en amont de manière à contracter le cas échéant. Et puis les outils de communication externe, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Et ensuite, au niveau de la gestion de la crise, donc là, tous ces éléments, ça participe de la préparation, du traitement des aspects spécifiquement cyber de la crise, sauf peut-être les outils de communication qui peuvent être communs avec d'autres types de crises. Mais en fait, les autres types de crises, par exemple, je sais pas, une inondation sur le territoire de la commune, on peut partir du principe que l'outil de communication habituel continue à fonctionner. Donc je l'ai mis là. Mais par exemple, pour certains types de crises de grande ampleur, alors peut-être pas en France, mais aux États-Unis, c'est beaucoup utilisé, les tremblements de terre, les ouragans. Il y a des dispositifs de communication de crise dans des clouds sécurisés en dehors du territoire touché que les collectivités locales, territoriales utilisent, auxquels ils s'abonnent, pour avoir des moyens de communication de crise. Et donc ce qui nous ramène au sujet du plan communal de sauvegarde, c'est tout ce dispositif-là. Dans quoi est-ce qu'on l'intègre? C'est-à-dire s'il est tout seul, il faut qu'il puisse communiquer avec les décideurs, avec les gens qui seront en contact avec la population lorsque la population est touchée. Et donc c'est là qu'on va pouvoir exploiter ce qui est déjà en place en termes de gestion de crise plus généraliste, lorsque vous avez un plan communal de sauvegarde qui a été construit en fait. Donc l'intégration de la gestion de crise cyber à la gestion de crise généraliste, bah, ça consiste à définir des choses très bêtes du genre c'est quoi les règles du jeu pour décider que je bascule en mode crise cyber? À partir de quels critères je décide que je passe en mode crise? Comment je déclenche? Une fois que j'ai déclenché, qui fait quoi? On va avoir des choses du genre, bon bah voilà, il y a une cellule de crise cyber, elle va être montée à tel endroit, la cellule de crise généraliste, elle est montée comme dans toutes les autres crises, dans le cabinet du maire quelque part. Voilà les moyens de communication, voilà qui a le droit de décider quoi. Des choses toutes bêtes, qui paraissent triviales, mais quand on ne les a pas décidées à l'avance, et qu'on est dans l'urgence, elles peuvent être source de difficultés ensuite. Et puis l'intégration de la gestion de crise à la cyber, à la crise globale, c'est à comment cette cellule de crise va interagir, donc ça je viens d'en parler. Les interactions avec les autres cellules de crise métiers mobilisables, parce qu'il peut y en avoir, par exemple au niveau RH, au niveau achat, quand il y a des crises dans d'autres domaines. Donc avoir des petits documents, des documents synthétiques, faciles à digérer, qui expliquent comment on s'organise. Et puis il peut y avoir également une définition d'une stratégie de communication. Par exemple, on peut avoir des courriers types ou des communiqués de presse types qui soient déjà préparés pour certains événements standards en fait. Des modèles qui soient préparés. Et une fois qu'on a un dispositif comme ça qui est en place, un peu, d'ailleurs comme prévu dans les plans communaux de sauvegarde pour d'autres types de crises, c'est utile de les tester une fois de temps en temps, donc de faire des exercices. Et donc ça, les exercices de crise, c'est aussi relativement commodifié, donc on peut en faire à différents niveaux au niveau cyber. Ça peut être des crises uniquement sur papier, simulées, donc des serious games finalement, et ça peut aller jusqu'à des crises dans lesquelles on va exercer directement certaines fonctions qui seraient utiles, qui seraient amenées à intervenir, par exemple tester des sauvegardes, des choses comme ça. Et sinon, concernant donc l'intégration au plan communaux de sauvegarde, par exemple, ce diagramme que j'ai mis à l'écran là est tiré d'un autre guide qui est disponible sur le site de l'ANSSI et qui donne les bonnes pratiques de mise en place des dispositifs de gestion de crise cyber. Et donc là, vous voyez le diagramme d'ensemble qui reflète l'organisation qui est préconisée dans ce guide, mais qui est assez classique et qu'on retrouve un peu partout, et dans laquelle vous voyez qu'il y a en fait 2 étages. Et dans tous les dispositifs de gestion de crise, on peut dire à l'état de l'art, on trouve toujours ces 2 étages. Donc en bas, vous allez avoir ce qu'ils appellent la cellule de crise cyber et IT. Donc là, c'est vraiment les experts métiers qui vont gérer les aspects informatiques de la crise. Donc les aspects informatiques, ça trouve quoi? Ils vont piloter les investigations, parce que c'est important de remonter aux décideurs à l'état le plus précis possible de la situation,
pour qu'on puisse avoir les faits en main au moment d'arbitrer sur des choses. Ils vont piloter le durcissement, la remédiation. Une fois qu'on sait par où quelqu'un est rentré, on va boucher le trou pour que ça ne se reproduise pas le jour où nous on va reconstruire. Et puis ils vont piloter la reconstruction. C'est généralement ce que les gens des métiers demandent le plus rapidement, forcément. Et donc là, vous voyez, c'est les métiers cybersécurité. Donc dans le cadre de la gestion de crise cybersécurité, il y a besoin de décrire qui va composer cette cellule, quelles sont les responsabilités, comment elle va fonctionner. Mais en haut, vous avez l'étage qui s'appelle stratégique et décisionnel, qui est en fait la cellule de crise généraliste qui va finalement traiter toutes les crises. Vous allez retrouver les décisionnaires. Alors vous pouvez avoir, en fonction des niveaux de crise, le DGS, voire un élu responsable. Vous pouvez avoir un directeur de crise. Donc là, c'est vraiment un diagramme générique qui s'applique aussi au PV. Vous allez avoir le management de l'information, les mains courantes, le partage d'informations, la communication, montante et descendante avec les cellules, les spécialistes métiers, mais aussi avec l'extérieur lorsqu'il y a besoin de communiquer avec le public. Et puis éventuellement, donc là vous pouvez avoir besoin de fonctions finance, juridique, RH. Et puis vous pouvez avoir aussi défini dans votre plan communal de sauvegarde des cellules de crise dans d'autres domaines. Par exemple, les services techniques de la municipalité peuvent être amenés, dans certains cas, soit ils peuvent être touchés par l'absence d'informatique, soit on peut avoir besoin de leur demander d'intervenir sur certains sujets. Et donc, lorsque la cellule stratégique elle a déjà été mise en place et définie, parce que une organisation a dû être définie dans le cadre d'un PCS pour d'autres types de crises, inondation, absence d'eau potable, enfin voilà, toutes sortes de choses, et ben, on va réutiliser ça en fait. On ne va pas réinventer. Donc c'est ça l'intérêt en fait d'intégrer sa gestion de crise cyber à ses plans communaux ou à ses plans intercommunaux.